on voit bien dans les quartiers que la xénophobie n'est plus simplement le fait de l'électeur du Front National qui sort son fusil. D'ailleurs, il aurait bien peur aujourd'hui de sortir son fusil pour tirer sur des jeunes, car il risquerait gros. On voit bien que la xénophobie aujourd'hui, elle va dans toutes les directions. La France, qui était une société en train de devenir une société multiculturelle, est en train de devenir une société multiraciste. Résoudre le problème de la subsistance, de la pauvreté, le problème du manque, et en même temps résoudre le problème de sa place dans une société régie par l'argent et la consommation, eh bien, il y a une solution. Il y a une solution violente, c'est la délinquance. Et cette solution, évidemment, ne touche pas que les jeunes des quartiers, elle touche beaucoup de monde dans toute la hiérarchie sociale. D'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup de délinquance et de corruption dans nos sociétés, et c'est une manière violente parce qu'on prive l'autre, violente, mais c'est une manière de résoudre cette question de la place dans la société. Résoudre la question du sens, le sens perdu, l'impression qu'aujourd'hui, notre société n'a plus de projet, n'a plus de sens. Eh bien, en adhérant à une idéologie, en ayant une identité, et finalement en devenant un croyant fanatique, eh bien, on résout la question du sens par la violence, parce que le sens qu'on va défendre, l'identité qu'on va défendre, va devenir exclusive des autres identités, et le sens va devenir exclusif des autres sens, et on aura le fanatisme. Et puis il y a la question aussi de l'autorité, puisque nous vivons une crise de l'autorité, et qu'on ne sait pas vraiment gérer ces questions-là autour de l'autorité. Eh bien la révolte qui n'est pas appuyée sur un véritable désir de changement social, la révolte est aussi une solution. Donc le résultat de toutes ces violences qui se font écho, c'est qu'on a face à face, en fait, une jeunesse, pas seulement dans les quartiers, une jeunesse qui s'ennuie, une jeunesse qui de plus en plus est séparée du monde des adultes, une jeunesse qui n'a pas de travail et une jeunesse qui ne croit plus en l'autorité traditionnelle telle qu'elle lui est présentée par les institutions. Et de l'autre côté, on a un monde adulte qui est impuissant, un monde adulte qui a peur, un monde adulte qui quelquefois déguise son impuissance par du cynisme, un monde adulte qui n'a pas de réponse à apporter aux jeunes, un monde adulte qui est discrédité et un monde adulte qui n'a plus de parole commune. Ce que j'ai vu dans les quartiers où je travaillais, c'est que même dans le monde adulte, je ne parle pas seulement des familles, je parle aussi des professionnels, il n'y a pas de parole commune. Il n'y a que des gens qui se tirent dessus et qui n'ont pas un discours commun face à ces jeunes qui ont besoin de quoi? Qui ont besoin, oui, d'un projet collectif. Quel projet collectif dans la société d'aujourd'hui? Quel travail? Quelle formation dans les écoles à une vie active et créatrice? Quel exercice de l'autorité face à la transformation de toutes nos relations familiales, institutionnelles? Quels espaces de rencontre, de dialogue, de paroles, même conflictuelles? Rien. Alors que faire? Alors évidemment, on pourrait dire qu'il faut punir les individus violents, ou alors il faut guérir les individus violents, et c'est une tâche qui est hors de portée des services de répression ou d'éducation. À la fois, la répression ne fonctionne pas et la prévention ne fonctionne pas non plus. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on s'attache à s'occuper de personnes individuellement, on voit bien qu'on n'y arrivera pas. Il n'y a pas assez de psychiatres, si tant est que les psychiatres soient capables de guérir les maux psychiques de notre jeunesse. Il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de prisons, il n'y a pas assez d'efficacité des moyens de répression. Donc, toutes ces solutions, qu'elles soient les solutions de répression ou de prévention, ne marchent pas. Alors, à mon avis, il faudrait considérer qu'on a affaire à des maux collectifs. À des maux collectifs qui ne touchent pas que les jeunes de banlieue. Et il faudrait entreprendre, je vais lâcher le mot parce qu'il est un peu gros, mais pour moi c'est ce que je pense réellement dans la situation d'extrême urgence où nous sommes, il faut entreprendre une thérapie collective de la société. Et une thérapie collective de la société, ça veut dire que dans la société, tout le monde sans exception, pas seulement les jeunes qui vivent dans les banlieues, pas seulement les habitants des banlieues, tout le monde est pris
dans ces maladies sociales de la dépression, de l'impuissance, du rejet de la responsabilité sur les autres, qui va quelquefois jusqu'à la théorie du complot et la paranoïa, et l'égoïsme social, où chacun pense à sauver sa peau face au désordre du monde. Alors c'est quoi une thérapie collective? Personnellement, j'ai fait quelques petites expériences qui m'ont montré qu'on pouvait, dans ce domaine-là, on pouvait chercher dans cette direction-là. Alors une thérapie collective, c'est quoi? C'est arrêter de séparer le travail sur soi-même, arrêter de séparer ce qu'on a appelé au cours du XXe siècle le développement personnel, et d'un autre côté, le travail politique, le travail militant, le travail avec les structures, dans les structures, contre les structures, le travail, je dirais, vraiment proprement collectif. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire travailler sur soi et sur sa propre responsabilité, travailler sur ce qui nous empêche de vivre avec les autres, de travailler avec les autres, ce qui fait notre violence à tous. Travailler donc sur notre responsabilité, là où nous sommes, à l'endroit où nous sommes, qui que nous soyons mère de famille dans un quartier, jeunes de banlieue, policiers, inspecteurs d'académie, élus, journalistes, sociologues. C'est regarder comment nous pouvons sortir de la victimisation et du manichéisme, acquérir une confiance en soi qui nous amène à être capable de parler et de voir nos ombres et d'arrêter de les projeter sur les autres, et apprendre à avoir une capacité à vivre avec les autres, y compris dans le conflit. Le conflit, ce n'est pas la violence. La violence, c'est la négation de l'autre, c'est le fait de voir l'autre comme un être uniquement dangereux, diabolique ou inférieur. Et la violence, elle peut être la violence de ceux qui aident les autres dans les quartiers, mais ça peut être aussi la violence de ceux qui les stigmatisent, parce qu'il y a le même refus de voir dans l'autre un acteur responsable. Donc c'est apprendre tout ça, mais on ne peut pas l'apprendre tout seul, et je pense qu'il faut l'apprendre avec d'autres, et ça veut dire organiser des espaces de rencontres dans lesquels on va pouvoir regarder tous quelle est notre responsabilité et dans quelle mesure nous sommes capables ou pas capables de conflits, et dans quelle mesure notre violence existe, même lorsque c'est une violence subtile, la violence du manichéisme, c'est-à-dire arriver à vraiment travailler ensemble. Et j'ai vu que c'était possible. J'ai vu, en mettant des personnes très très différentes qui au départ se voyaient vraiment comme des ennemis, avaient justement ces positions de rejet de la faute sur les autres. J'ai vu comme il était possible à ces gens-là de travailler ensemble, et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'agir dans la société, de militer dans la société, uniquement seul ou avec son groupe. Et ce que je constate, c'est que ce qui nous rend très impuissants, c'est que nous vivons tous dans des groupes séparés, avec à chaque fois des points de vue sur le monde qui sont très éloignés les uns des autres, et qu'il n'y a pas de partage de véritable information, il n'y a pas d'intelligence collective autour des problèmes. Les jeunes de banlieue restent entre jeunes de banlieue, les intellectuels restent entre intellectuels, les enseignants restent dans un milieu aussi, dans leur milieu, les parents dans les familles restent aussi séparés. Maintenant aussi, de plus en plus, ces séparations sont ethniques. Et le résultat, c'est qu'il y a une très grande impuissance, parce que au lieu de combattre à transformer l'environnement, à transformer des institutions qui sont de plus en plus pathogènes, comme les institutions politiques, comme l'école, eh bien, chacun perd son temps à tirer sur l'autre, à tirer à vue sur l'autre, et du coup, il n'y a pas de véritable coopération. Et pour moi, ça serait ça le sens d'une action non violente. Ça serait une action qui nous apprend à être en conflit avec, comme le disait Yazid tout à l'heure, ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux qui ne pensent pas comme nous, et qui détiennent pourtant
une partie de la vérité, une partie de l'information qui est nécessaire pour résoudre les problèmes. Donc, en fait, la vraie question, c'est comment faire de la politique aujourd'hui. C'est comment vivre dans une démocratie vivante, c'est comment faire bouger des institutions qui ne peuvent pas bouger toutes seules. Et qui va faire bouger ces institutions, sinon nous, sinon les individus qui vivent et qui travaillent dans ces institutions, mais qui malheureusement aujourd'hui ont un tel sentiment d'impuissance et de victimisation qu'ils ne savent trouver comme solution à ces problèmes non résolus qu'une forme ou l'autre de violence. Merci beaucoup.